Voilà, et avant d'entrer dans les détails de ces visions, Aurore Berger et Bernard Monod, est-ce que selon vous, l'Europe, la place de la France sera l'un des axes majeurs, forts vraiment de cette campagne de second tour, Aurore Berger, et de ce duel télévisé à venir? C'est vraiment un clivage clé qui va structurer ces prochains jours? Pour moi, c'est un clivage clé, c'est quelque chose d'essentiel qui est en jeu aujourd'hui, puisque c'est la question du maintien ou non au sein de l'Union européenne, du maintien ou non au sein de la zone euro, même si Marine Le Pen a beaucoup évolué. Je l'entendais dire ce soir encore, finalement, elle fera un référendum immédiatement sur la question de la zone euro, alors qu'au départ, c'est une sorte de négociation. Donc, elle voit bien aussi que finalement, il y a des résistances très fortes en France, notamment sur les personnes âgées, qui, elles, n'ont pas du tout envie de quitter l'Union européenne et de quitter la zone euro. Mais oui, c'est un clivage clé. Et moi, je suis très fière des images que vous montriez tout à l'heure, où dans nos meetings, on a une fierté à porter ce drapeau européen et l'idée européenne. Bernard Monod, même question sur ce clivage clé, puis vous répondrez sur Marine Le Pen et effectivement son intervention tout à l'heure sur TF1. Écoutez, pour nous, c'est plus qu'un clivage clé, c'est plutôt un choix de civilisation qui va se présenter au deuxième tour des élections. Un choix de civilisation parce qu'au-delà du problème du terrorisme, de l'identité nationale, etc., et de l'immigration, il y a ce phénomène d'appartenance ou non à l'Union européenne. Cette Union européenne, elle a été un désastre depuis 25 ans. Toutes les promesses qui ont été faites il y a 25 ans aux Français, lors de Maastricht, lors de Lisbonne, ont été l'inverse exactement des promesses faites, c'est-à-dire un chaos général, avec une désindustrialisation, avec un surendettement, avec du chômage massif. Donc voilà, si on continue, on va au désastre complet. Voilà. Donc nous, on offre un autre chemin d'une Europe des nations, une Europe des patries, qui vont coopérer entre elles, comme c'était d'ailleurs le cas avant l'Union européenne. Vous nous expliquerez les modalités de cette sortie pour que ce soit plus clair. On voit bien déjà par vos deux premiers exposés que c'est vraiment un choc frontal. Jean-Luc Gombault, cette élection, sur ce clivage-là, évidemment, ça va être très regardé par nos partenaires, par nos voisins. Et d'ailleurs, au-delà, la France va donner un signal majeur. On verra dans quel sens, mais un signal majeur. Il faut que ça le soit. Parce qu'en fin de compte, on a parlé un peu des questions européennes au cours du premier tour. Et je vous rappelle ce qu'avait dit M. Moscovici, c'était parfaitement exact. Il a dit ce second tour, il dit ça il y a 1 ou 2 mois, ce second tour des élections présidentielles en France sera un référendum sur la question européenne. Et ça risque effectivement d'être ça. Parce que pour les deux partenaires, les deux adversaires plutôt, cette question quand même est absolument centrale. C'est quand même la cheville ouvrière du programme économique de Mme Le Pen. Je prends sur le plan strictement économique, c'est ça, vraiment, c'est sa cheville ouvrière. Donc, et pour M. Macron, c'est sa cheville ouvrière également. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'ensemble repose là-dessus. Le fait qu'il brandisse pratiquement uniquement dans le meeting, le drapeau européen, montre que pour lui, c'est vraiment sa pierre philosophale fondamentale. Donc c'est vraiment ça qui les oppose. Pour ce qui est de Mme Le Pen, on a senti quand même la semaine dernière une évolution de sa pensée. Il ne s'agit pas d'abord de négocier avec Bruxelles, il s'agit de négocier avec l'ensemble des pays de la zone euro, ce qui est un peu différent parce que toute modification des traités, que de ma part je trouve tout à fait impossible à faire techniquement, mais on en discutera peut-être, nécessite l'approbation de la totalité des pays membres, pas seulement de la Commission de Bruxelles qui est en fait une caisse enregistreuse, c'est tout. Donc il faut négocier avec tout le monde. Et Madame Le Pen a dit la semaine dernière, voyant bien que sa cheville ouvrière était aussi peut-être son point faible, elle a dit mais on négociera, mais on attendra septembre, octobre, les élections italiennes. Donc déjà, elle reporte quand même un peu plus loin parce que ça montre. Et pourquoi? Je veux dire pourquoi? Parce qu'à mon avis, j'ai écouté tout à l'heure TF1, elle pense sans doute que son point fort à elle, c'est la question migratoire, qui va toucher beaucoup plus les Français que la question européenne. Malgré tout, elle met également en avant, on l'a vu encore ce soir, cette question européenne, et vous nous direz dans quelques instants les modalités de ce qu'elle propose, cette sortie. Jean-Daniel Lévy, quel est le ressenti des Français, j'allais dire presque à l'instant T, de l'opinion publique française sur l'Europe, sur le maintien ou non dans l'Union européenne? Est-ce que l'attitude des Français par rapport à ce qu'on pourrait appeler le Frexit a évolué ces derniers temps? Il y a une étude qui vise à dire je t'aime moi non plus, voilà, avec l'Europe. C'est-à-dire qu'on est face à des Français. C'est bien résumé. On est face à des Français qui disent d'une manière générale, on n'est pas fan de l'Europe aujourd'hui, on pense que ça ne fonctionne pas, qu'on est face à des structures qui sont des structures technocratiques et qui ne nous reconnaissent pas dans une partie à travers notre identité. Et en même temps, les Français ne souhaitent ni que l'on sorte de l'Europe, ni que l'on souhaite que l'on sorte de l'euro. Il y a
tous les moments, même après le Brexit, on n'a pas vu une poussée du souhait globalement de la part des Français de sortir globalement de ce système-là. On n'a pas fait le deuil de voir une Europe qui soit une Europe transformée et de voir une Europe qui se ressemble un peu plus à la France d'une manière générale, parce que la notion de compromis n'est pas forcément tout à fait dans notre culture française. L'idée que l'on puisse faire différemment n'est pas tout à fait non plus complètement dans notre culture. On se dit peut-être que la France, qui reste un des pays fondateurs, qui reste une puissance importante, qui a une population, une densité qui est nette au sein du continent européen, a encore un message à émettre. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand vous regardez la carte électorale, elle ressemble à peu de choses près à la carte du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Et quand vous regardez sur les motivations de vote, et je vais presque croire que Jean-Louis Gombault a regardé avec attitude le dernier sondage qu'on a fait dimanche dernier, parce que c'est exactement ça. Quand on interroge les électeurs d'Emmanuel Macron, en deuxième position, ils disent la motivation de vote à l'égard d'Emmanuel Macron, c'est la dimension européenne. Celle-ci est complètement exclue des motivations de vote à l'égard de Marine Le Pen, à moins que ce soit d'autres termes qui soient utilisés. Et je reprends les termes qui ont été utilisés par Jean-Luc Gombault, à savoir l'immigration, la lutte contre le terrorisme et la sécurité. Donc ce n'est pas forcément directement le regard à l'égard de l'Europe, mais plutôt la perception de la réappropriation par le territoire national et par le pouvoir central de ce que sont nos frontières, et donc implicitement, là pour le coup, le regard à l'égard de l'Europe. Je vais vous laisser tout de suite réagir. D'abord, je voudrais qu'on écoute, puisqu'on a vu tout à l'heure les drapeaux européens dans les différents meetings d'Emmanuel Macron. On va écouter ce soir la réaction de Marine Le Pen, qui considère que l'euro est un boulet et qu'il a nui aux Français. C'était tout à l'heure sur TF1. L'euro a été un boulet. Je crois que chacun, objectivement, l'admet, à part l'oligarchie. Mais sur l'épargne... Cet euro a été un boulet pour nos entreprises. Bon. Elle a été un boulet parce qu'elle a contribué justement à ce chômage de masse. Elle est un boulet aussi parce qu'elle est accompagnée de toute une politique, car il y a une cohérence, toute une politique qui vise à sauver l'euro. Donc c'est quelque chose de tellement performant qu'on est obligé de le sauver tous les 6 mois. Mais tout ça, ça nous coûte une fortune. Je rappelle que juste la Grèce, ça a été 70 milliards qui est sorti de la poche des Français. Boulet, dit Marine Le Pen. À l'instant, une réaction d'un téléspectateur sur les réseaux sociaux qui vous dit « Mais comment pouvez-vous penser qu'on puisse quitter un instant l'Europe ? La France est un pilier. » Pilier, Boulet, c'est vraiment... Non, mais là, vous mangez les deux. On parle de l'euro ou on parle de la France. Bon. Deux visions. La France est le deuxième contributeur au budget de l'Union européenne dans la zone euro et dans l'Union européenne. Bon, donc déjà, on est un pays fondateur et extrêmement puissant, deuxième économie également de la zone euro. Bon, donc on compte. Voilà. C'est encore la 5e puissance économique mondiale, malgré tous les méfaits. C'est qu'on comptera moins si on sort de l'euro. Non, au contraire, ça va être l'inverse. On va revenir dans la concurrence économique mondiale, dans la guerre économique mondiale, avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, etc. On va recompter à nouveau, notamment par rapport à l'Allemagne. Ce qui nous pèse aujourd'hui, c'est la germanisation de l'économie européenne, parce qu'on est aujourd'hui phagocyté par cette économie allemande, à cause, effectivement, de la parité de change fixe dans la zone euro. C'est pour ça que nous proposons, nous, de rentrer dans l'euro-monnaie commune, c'est-à-dire ce que nous avions auparavant à l'époque du SME et qu'on appelait l'écu, jusqu'à 99, et bien entendu d'avoir notre politique monétaire nationale, c'est-à-dire notre nouveau franc français, en quelque sorte comme le Royaume-Uni aujourd'hui a sa livre sterling. Bon, ils sont dans l'Union européenne, ils ont bien leur monnaie nationale, le Danemark également, etc. Bon, donc je ne vois pas en quoi ça poserait problème. Au contraire, ça va nous donner des marges de manœuvre, des latitudes beaucoup plus importantes d'un point de vue finances publiques, d'un point de vue redressement de l'économie nationale, d'un point de vue refinancement d'un plan de réindustrialisation qui va recréer des emplois. C'est ça qui est fondamental. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Aurore Berger ? Et j'ajoute à ce que dit souvent le Front National, ce serait un regain de souveraineté, récupérer quelque part la souveraineté qui, pour certains Français, ils le pensent, elle est décidée à Bruxelles. Plusieurs réponses. Déjà, où exportent nos entreprises françaises ? Où exportent nos agriculteurs français, si ce n'est au sein de la zone euro ? Donc évidemment, l'euro a été un atout pour nos entreprises, qui les a préservées, par exemple du cours du pétrole, notamment, puisque justement on a été plus fort par rapport à cela, et vous le savez très bien. Et nos entreprises, encore une fois, elles exportent avant tout au sein de l'Union européenne et au sein de la zone euro. Sur la question de la souveraineté, moi je suis très étonnée de l'attitude du Front National sur ce sujet-là, parce qu'en effet, ils se veulent les héros de la souveraineté et de l'indépendance garantie de la France. Mais c'est en même temps le leader du Front National, Marine Le Pen, qui va se soumettre à Poutine, par exemple. C'est
c'est le leader du Front National qui considère que l'annexion de la Crimée... Se soumettre à quoi, que l'annexion de la Crimée... Que l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire le fait qu'un État, la Russie, ait envahi un autre État souverain, l'Ukraine, est quelque chose qui est normal. Quand on se veut le garant de la souveraineté, le garant de l'indépendance nationale... Il y a eu un référendum en Crimée, madame. Le garant, je ne vous ai pas interrompu et je ne pense pas que ce soit utile de le faire. Que le garant de l'indépendance nationale et de la souveraineté, encore faut-il le prouver en acte. Et je suis désolée, aller quémander le soutien de Vladimir Poutine ne me paraît pas être un gage d'indépendance et de souveraineté. Quel soutien a obtenu Marine Le Pen concrètement aujourd'hui? N'importe quoi. Elle est allée quémander une photo, une poignée de main. Elle avait essayé de le faire avec Trump. Elle a attendu en bas de la tour. Elle n'a jamais pu le rencontrer. Quel rapport? Elle a réussi à le faire avec Poutine. Et M. Macron, il est allé rencontrer Mme Merkel pour faire allégeance à Mme Merkel, la chancelière allemande. Ça va être compliqué. Mais pour revenir quand même à la souveraineté, vous, Aurore Bergé, et votre candidat, vous n'êtes pas pour rester à l'Europe telle qu'elle. Bien sûr. Mais attendez, il faut pas confondre les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas soumis à l'Union européenne. Si vous siégez un peu plus au Parlement européen, peut-être que vous le sauriez. Alors, madame, vous êtes député européen. Est-ce que vous assistez aux séances? J'ai travaillé au Parlement européen. Mais vous n'êtes pas élu, madame. Moi, je suis élu. Excusez-moi, monsieur. En effet, je n'ai pas été candidate aux élections européennes. Et bien voilà. Donc ne venez pas donner de leçons sans savoir. Je m'excuse. Vérifiez mes feuilles de présence. Je pense que quand on est élu au Parlement européen, Marine Le Pen l'est, Florian Philippot-Ley, ils sont très nombreux à l'être. On peut nous sommes 22 à l'être. Siéger un peu plus. Je dis juste qu'à un moment, on n'est pas soumis à l'Union européenne. On a fait un libre choix qui était celui d'adhérer à l'Union européenne. Comment ça se passe aussi? Parce qu'on parle en permanence de Bruxelles, espèce d'abstraction juridique, informe, pour essayer de connoter un truc technocratique. C'est un peu le cas pour. Mais c'est pas un peu le cas. On vote beaucoup pour de Français. On vote pour nos parlementaires. Que ce soit une réalité pour vous, mais une perception pour les Français que ce soit un gros truc technocratique, c'est le cas. Parce qu'on veut leur faire croire, parce que les gouvernements successifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, se sont souvent défaussés des décisions que pourtant ils avaient librement consenties au sein des différentes institutions que sont la Commission, que sont le Conseil. À un moment, la Commission et le Conseil sont... je suis désolée, vous pouvez lever les yeux au ciel. Le discours est surréaliste, un baratin immonde que les gens ne comprennent pas. Moi, je vois les agriculteurs, je vois les petits chefs d'entreprise, je vois les indépendants, artisans, commerçants. Ils sont en train... Ils exportent où, les agriculteurs? Il n'y a pas que des entreprises exportatrices en France. Il y a 85% des entreprises qui n'exportent pas, qui sont domestiques. Les agriculteurs... Vous pensez qu'ils exporteront plus? Et avant l'Union européenne, ils exportaient pas, peut-être? Mais répondez à cette question. Ils exporteront où s'il n'y a plus l'euro? Partout. Vous allez quoi? Vous allez dévaluer progressivement la monnaie? Vous allez faire des dévaluations successives? Nous allons continuer la coopération internationale, madame, parce que nous voulons une Europe des patries qui coopèrent entre elles. Le projet du Concorde, par exemple, dans les années 60, il n'y avait pas d'Union européenne, il n'y avait pas d'euro. C'était un projet européen entre le Royaume-Uni et la France. C'était le plus bel avion du monde. Le Concorde, ça a donné la naissance à Airbus Industrie. Voilà. L'Union européenne est absolument pour rien. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs? Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs? Attendez, parce qu'il ne vous répondra pas apparemment. Non, mais attendez, c'est quand même un sujet très important. Mais bien sûr, parce que qu'est-ce que vous faites des sanctions de l'Union européenne face à la Russie, qui a justement boycotté toutes les acquisitions, notamment dans la filière. La Russie, c'est un sujet important. Je vais revenir au quotidien. Je dirige le débat. Je vais revenir au quotidien. Qu'est-ce que vous répondez aux sanctions économiques de l'Union européenne sur la Russie? S'il vous plaît, au point central du débat. Je termine ma phrase. Oui, mais on a entendu. Je voudrais juste poser cette question. Vous allez y répondre également. Je sais que ça vous intéresse évidemment. C'est le quotidien et le pouvoir d'achat des Français. C'est important et Jean-Luc Gombault va pouvoir apporter ses lumières sur ce sujet. Marine Le Pen accuse l'euro de tous les maux, MAUX, avec, dit-elle, des conséquences sur l'aggravation du chômage. Emmanuel Macron fait un constat totalement inverse. Est-ce qu'il y a un risque réel de forte baisse du pouvoir d'achat des Français s'il y a une sortie de l'euro? Je pense que oui. Et je pense qu'il y a un risque. Alors, le problème est compliqué parce que des deux côtés, parlons des deux candidats par rapport à cette question. Les Français ne veulent pas sortir de l'Union européenne. C'est clair, net, précis, il n'y a pas de problème. En même temps, ils en sont mécontents. Ils veulent que ça change, mais ils ne savent pas exactement comment. Et ça, c'est quand même le problème de réel. Et M. Monod nous dit... On va sortir, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est ce que vous... C'est dans votre projet. Je n'ai pas dit ça. Fondamentalement, vous proposez un référendum. Et si une alternative. Si les Français... Si vous me laissez l'expliquer, vous comprendrez. Oui, si les Français se disent non, je me retirerai. Donc ça veut dire bien que vous vous sentez dans une perspective
de sortie de la zone euro et donc de l'Union européenne. D'ailleurs, votre référendum ne portera pas sur la zone euro, mais sur le maintien dans l'Union européenne, donc, et ce qui est tout à fait logique. Donc, à partir de là, quel est le risque? Le risque, il est tout simplement que le franc va être dévalué de l'ordre de 20% à peu près. Je crois que c'est... Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Qui me permet de dire ça? Sur quoi est fondé votre... Je vais vous le dire tout de suite, puisque vous me le permettez. 1, le déficit commercial de la France, 50 milliards d'euros. Ouais. 2, le déficit à cause de l'euro, public. justement? Non, pas, le déficit commercial n'est pas à cause de l'euro. Oui. C'est à cause d'une monnaie. Oui, c'est la perte de compétitivité dans l'Union européenne, notamment avec l'Allemagne. Monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas Madame Berger. Mais même face à moi, il n'est pas obligé d'être aussi agressif. Non, je vous réponds. Le principal déficit de la France, c'est l'Allemagne. Donc ce n'est pas le problème de l'euro qui fait le déficit par rapport à l'Allemagne, puisque nous avons exactement la même monnaie. Donc il faut quand même pas exagérer. L'euro pose un certain nombre de problèmes, j'en suis parfaitement conscient, et je suis tout à fait d'accord. La question est de savoir si on sort ou si on reste. Et si on reste, comment on transforme et comment on change? C'est ça la question. Vous dites on va sortir. On va laisser Bernard Monod répondre. Un pays qui a un déficit budgétaire comme il a, plus un déficit commercial comme il ne peut pas avoir la monnaie qu'il a. D'ailleurs, vous le dites, l'euro est surévalué par rapport à l'économie française. On va laisser M. Monod répondre. Et j'ajouterais quand même, vous allez nous expliquer tout à l'heure, les Français ont quand même l'impression que le passage à la monnaie unique a entraîné une forte augmentation des prix. C'est peut-être pas la réalité, mais il y a une perception quand même. Et alors, vous nous direz comment vous l'expliquez, vous qui n'êtes pas d'accord avec M. Monod. Non, c'est la réalité, effectivement. Il y a une forte inflation. Une perception, je sais pas. Non, une perception et une réalité. Les études disent l'inverse. Oui, bien, les études, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors, clairement, le sommet européen que propose Marine Le Pen le soir du deuxième tour sera très clair. Ça va se passer en 2 temps. Le premier temps, nous allons réclamer un sommet européen avec l'ensemble de nos partenaires, des institutions européennes et nos créanciers. À partir de là, on va faire des propositions, donc un modèle alternatif d'une Europe des nations qui vont revenir à la coopération commerciale qu'il y avait par le passé. Nous allons proposer de rentrer dans un euro-monnaie commune, pour être très, très précis, dans le mécanisme de change européen 2, qui est à l'heure actuelle dans les traités, c'est l'article 140 du traité de l'Union, et également qui fait l'objet d'un accord en 2006. Aujourd'hui, c'est le statut du Danemark dans l'Union européenne qui ne veut pas rentrer dans la zone euro depuis des années. Donc nous proposons d'élargir à l'ensemble des pays, des 19 pays de la zone euro, d'utiliser ce statut, donc l'euro-monnaie commune, pour revenir à un système monétaire européen qui est en fait ce qu'on avait à l'époque de l'écu. Voilà. Pour avoir des marges de fluctuation, pour éviter que ce soit les marges de manœuvre qui soient sur les emplois. Nous ne supportons plus cette envolée du chômage qui n'en est qu'à ses débuts, madame, qui n'en est qu'à ses débuts, parce que la France est tellement désindustrialisée depuis 15 ou 20 ans que si on ne réinverse pas le processus, la France va se retrouver en situation catastrophique. On est à la veille d'une bascule. Et c'est ce qui explique d'ailleurs notre balance. Qui explique d'ailleurs notre balance commerciale qui est extrêmement déficitaire depuis l'entrée dans l'euro. Et j'invite les spectateurs à aller voir, depuis 2002-2003, nous sommes rentrés structurellement en balance commerciale déficitaire. Simplement, la question de l'écu n'a rien résolu du tout. C'est pour ça qu'on a fait la zone euro. C'est-à-dire que l'écu n'a pas empêché des dévaluations massives italiennes, espagnoles et autres qui nous ont beaucoup handicapés. Car je veux quand même dire que le bénéfice de l'euro, c'est la chose suivante, c'est que ça a évité les guerres monétaires à l'intérieur de pays qui voulaient commercer ensemble. C'est tout. Il y a cet argument. Oui, mais justement, on aura des fluctuations un petit peu plus larges pour éviter justement la guerre économique dans la zone. On l'a compris. Or, Berger, quel argument vous opposez à cela, et en particulier sur un point précis? Parce que peut-être pour de nombreux Français qui subissent le chômage, pour eux, pour leurs proches ou pour leurs enfants, il y a la réalité ou le sentiment que l'Europe n'a rien fait. On leur a dit que l'Europe va apporter beaucoup de choses sur ce sujet majeur. Est-ce que l'Europe n'a pas été au contraire déficitaire sur ce plan-là? Moi, je pense que essayer de faire croire que la question de la monnaie, puisque c'est ça dont il s'agit, permettra demain de résoudre la question du chômage structurel dans notre pays est une fable. C'est-à-dire dire qu'en sortant de la zone euro, qu'en se retournant au franc, parce qu'on a en effet cette intuition qui est de dire que depuis qu'on a l'euro, le pouvoir d'achat a diminué, etc., qui est en effet plus une intuition qu'une réalité. Mais du coup, on a une fable. La vérité, c'est quoi? Pourquoi on a décroché par rapport à l'Allemagne? C'est pas par rapport à la monnaie, c'est par rapport à l'incapacité qu'on a eue à faire des réformes structurelles. C'est ça qui s'est passé. C'est à un moment, il faut engager ces réformes structurelles. Que propose... dossier, madame.
Il faut connaître vos dossiers. Monsieur, écoutez, votre mépris, votre condescendance. Non, en effet, je ne suis pas élu au Parlement européen. Mais j'ai le droit d'avoir une opinion qui est différente de la vôtre. Et pour l'instant, elle est même arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Et j'espère que dans 15 jours, on gagnera, y compris sur la question européenne. C'est les Français qui décideront. En effet, totalement. Mais je veux juste dire que... que proposez-vous en réforme structurelle? C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous arrêtez à ça. Vous dites juste que la sortie de la zone euro suffira à rétablir demain le plein emploi dans ce pays. Vous avez même sorti d'ailleurs un tract assez intéressant pour essayer d'aller appâter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, où vous faites une parfaite cohérence entre les propositions de Jean-Luc Mélenchon et les propositions de Marine Le Pen. Elles sont où, les réformes structurelles? Vous ne parlez pas de la fin des régimes spéciaux de retraite, par exemple. Vous parlez de quoi? Du retour à la retraite à 60 ans. Vous parlez du retour aux 35 heures. Vous voulez supprimer la loi El Khomri. Vous voulez supprimer en gros tout ce qui peut permettre aujourd'hui d'avoir des réformes structurelles qui permettent à nos entreprises d'être plus agiles, notamment, et d'avoir plus de mobilité et de fluidité pour les personnes qui veulent travailler. Et vous faites croire aujourd'hui à nos agriculteurs qui en effet souffrent, à nos entrepreneurs qui souffrent et qui, à mon avis, seront bien plus intéressés par la suppression du RSI que par la sortie de la zone euro. Et vous leur faites croire que la sortie et le changement d'une monnaie suffira à rétablir le plein emploi. Vous mentez aux Français en disant ça. Les agriculteurs, ils ne sont pas au RSI ou sont au MSA. Des indépendants, et je parle des indépendants notamment, mais je pense que la suppression du RSI est beaucoup plus importante. À cette avalanche d'erreurs. C'est pas une avalanche d'erreurs, je suis désolée. Ça se voit que vous ne connaissez pas vos dossiers. Vous n'avez pas sorti un tract qui fait une concordance entre les propositions de Jean-Luc Mélenchon et celle de Marine Le Pen? Vous n'avez pas sorti ce tract? On peut répondre? On peut avoir la courtoisie de... Est-ce que vous avez sorti ce tract qui fait une... Je pense à quoi vous faites référence. Vous faites pas la campagne de Marine Le Pen? On en sort beaucoup des tracts, madame. Vous faites pas la campagne de Marine Le Pen? Donc, nos réformes structurelles, nous, elles sont très simples. C'est reprendre l'indépendance de la France par la monnaie. Je peux répondre? Merci. Par la monnaie, par le budget, en possédant notre système de protection sociale, en le gardant en tout cas, en gardant notre système bancaire, et puis effectivement en reprenant la main sur les finances publiques. Aujourd'hui, nous sommes sous le joug de Bruxelles, de la Commission européenne, qui nous fait des pressions énormes. Plus de déficit? Non, au contraire, madame. Moins de déficit. Parce que les dettes et les déficits, c'est bien M. Macron, c'est bien M. Hollande. Quel est le rapport avec M. Sarkozy, On va essayer d'avoir un débat constructif. Il a fait 400 milliards. Il a fait 400 milliards de dettes publiques en 5 ans. Voilà, M. Hollande. Et donc, il en est garant, M. Macron. Je ne comprends pas par rapport à ce que vous voulez dire sur la sortie de l'Union européenne en disant, et la zone euro, sur la question du déficit. Aujourd'hui, attendez, vous allez expliquer le déficit, il en est bien comptable, quel est le rapport avec M. Bernard Monod, attendez. Vous rentrez dans des détails. Ne serait-ce que de financer 21 milliards d'euros de contribution à l'Union européenne, ça rentre dans les déficits. Jean-Daniel Lévy qui a la parole. Je reviens toujours, c'est toujours du concret, c'est le quotidien, et c'est sur cette question des prix, c'est toujours frappant de voir qu'on peut reprendre différentes études et les chiffres sont têtus qui indiquent qu'il n'y a pas cette augmentation des prix. Pourtant, les Français, sûrement quand vous les interrogez, ils vous disent qu'avec cette monnaie unique, il y a eu une augmentation des prix. Alors, à quoi est due cette différence d'appréciation, de perception? C'est une perception en fait qui est construite avec une évolution d'une monnaie qu'ils n'ont pas forcément entièrement maîtrisée au départ. Si je ne me trompe pas, je crois que d'ailleurs au moment où il y a eu la mise en place de l'euro, il y a eu une tension notamment liée aux conditions climatiques qui a fait que notamment sur les marchés et les étals, immédiatement il y a eu une montée sur les prix. Et on a pu voir que cet aspect-là était assez central dans les aspects de perception à l'égard de l'Europe. Au moment du débat sur le traité constitutionnel européen de 2005, il y avait non seulement le débat sur la directive Bolkestein, mais il y avait également un début de mobilisation, notamment de mobilisation sociale, autour justement de la question des prix et la question du pouvoir d'achat. Donc il y a eu cette articulation avec le sentiment, au final, que la France ne maîtrisait pas complètement sa monnaie et ne maîtrisait pas complètement sa politique économique à proprement parler. Et donc le sentiment aussi que en matière d'investissement, en matière de gestion des déficits, en matière de comptes qu'il fallait rendre à une structure qui est une structure qui, aux yeux des Français, ne leur apparaît pas comme étant complètement démocratique, la France n'avait pas la pleine puissance de lien entre la puissance politique d'un côté et la puissance économique de l'autre. Donc dans ce contexte-là, l'euro n'est pas apparu aux yeux d'une majorité de Français comme étant un atout, mais comme étant un handicap, et notamment avec des conséquences perçues en matière de prix. L'euro a pu apparaître comme un handicap parce que, et je reprends ce qu'a dit Mme Berger et que je partage totalement, le retour au franc, la monnaie, ne peut pas être une solution magique. Mais l'euro non plus. C'est-à-dire le problème du handicap que vous signalez, ça vient aussi du fait qu'on a fait rêver les gens avec la question de l'euro pour que ça passe plus facilement. Et ce n'est passé qu'à 51%, somme toute. C'est-à-dire que nous,
La différence entre nous et par exemple les Allemands, puisque vous citiez, dès la naissance de l'euro, ils ont compris de quoi il s'agissait. L'euro, justement, ne faisait qu'approfondir le marché commun, le marché unique et la concurrence interne. Or, nous, on a fait les 35 heures et les Allemands ont fait Schröder à peu près au même moment. C'est exactement la différence. C'est-à-dire que nous, on est resté quand même des rêveurs. On a cru que la monnaie pouvait nous sauver, un petit peu comme vous aujourd'hui croyez que la monnaie pourrait sauver la France, comme vous avez laissé croire, pas vous, bien que vous étiez trop jeune, vous n'étiez peut-être même pas né, on a laissé croire que l'euro pouvait être la solution à nos problèmes. Mais c'est complètement faux. Tout comme le retour au franc ne sera pas la solution. Et par exemple, ces derniers mois, l'euro a fortement baissé par rapport au dollar. Les exportations françaises s'en sont-elles ressenties positivement? Non. Le déficit commercial de la France en 2016 a été, je crois, autour de 50 milliards, dont 35 milliards pour les biens d'équipement, malgré la baisse de l'euro. Donc la baisse du franc ne relancera pas l'économie. Pas du tout. Ça ne se passera pas comme ça. Tout comme la naissance de l'euro n'a pas été la potion magique qui allait nous sauver de nos problèmes. Il y a quand même un élément que vous n'avez pas encore abordé, Bernard Monod. Est-ce qu'il fait partie de votre argumentaire de campagne? C'est le Brexit. On se souvient que vous étiez favorable. Vous n'avez pas fait campagne, évidemment. Mais quand même, vous suivez cette situation de près. Est-ce que c'est un élément qui peut compter aujourd'hui dans cette campagne de second tour? Ou alors vous estimez qu'on n'a pas encore vu les différents effets produits par le Brexit? Je n'ai pas fini ma phrase de tout à l'heure. Le deuxième temps, effectivement, de cette négociation, ce sera la chose suivante. Soit on aura réussi la renégociation avec l'ensemble de nos partenaires, des institutions, etc. Ce que je crois, moi, parce que je suis membre de la commission économique, budget, taxes, etc. Je les ai tous en face. Monsieur Draghi, Monsieur Moscovici, Monsieur Dombrovski, Monsieur Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe, etc. Vous n'avez pas forcément convaincu. Le sujet n'est pas là. Je vois leur psychologie en train de s'effondrer depuis le Brexit, depuis l'élection de Trump. Il y a un rejet de toute cette élite, de toute cette oligarchie qui nous a vendu l'Union européenne et l'euro comme une chance pour la France. Aujourd'hui, 25 ans après, c'est exactement l'inverse. On nous avait proposé du lait et du miel. On a aujourd'hui 6,5 millions de chômeurs. Nous avons 2200 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 34 000 euros sur chaque Français. Nous avons des déficits intérieurs, des déficits extérieurs, de la balance commerciale. Qu'est-ce qu'il vous faut pour arrêter Qu'est-ce qu'il vous faut pour arrêter les dégâts? Qu'est-ce qu'il vous faut? Une guerre militaire? C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on a le terrorisme en Europe, avec votre folie migratoire. Quel rapport avec l'euro? Mais tout est lié. Tout est lié, le terrorisme est lié à l'euro? Il n'y a pas que l'euro, c'est le modèle ultralibéral et mondialiste. Vous avez ouvert toutes vos frontières à tous les vents. Et aujourd'hui, nous ne maîtrisons plus rien du tout. Les sujets. Mais non, tout est lié, madame. En économie, tout est lié, madame. Vous nous avez fait là un constat apocalyptique et vous nous dites quelque part que c'est la monnaie, c'est la baguette magique qui va venir... Je ne vous ai pas dit qu'avec la monnaie. Il y a également la dette. Il y a également le système bancaire. Est-ce que vous savez, par exemple, et les Français doivent le savoir, que depuis il y a un an, il y a une directive qui s'est transformée en France en union bancaire, qui va spolier, qui va faire un hold-up sur l'épargne et les dépôts des Français quand la prochaine crise va éclater. Le crack est à nos portes. Je sais que vous n'allez pas apprécier ce que je veux dire, mais les bourses... Et ça joue aussi en France sur l'assurance vie. Dans notre débat qui est un peu le mien également. Ça joue aussi en assurance vie. Que les bourses se sont envolées alors que M. Macron est arrivé en tête du premier tour. Est-ce qu'il y a un signe, puisque vous parlez beaucoup des marchés? Quel signe y voyez-vous? J'y vois qu'ils sont un petit peu aveugles, qu'ils ne voient que l'intérêt immédiat, mais que les Français aujourd'hui souffrent et qu'est-ce qu'on leur propose? L'austérité à la grecque, à la chypriote, et c'est pas ce que nous voulons pour les Français. Oh Berger, votre tâche, et la tâche d'Emmanuel Macron, n'est pas évidente, parce que certains vous reprochent d'avoir un peu, un penchant européen un peu naïf, une béatitude sur le sujet. Comment vous vous défendez sur ce point-là? Parce que c'est bien d'agiter les drapeaux. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est devenu aujourd'hui un risque, finalement, dans une élection, d'assumer d'être pro-européen, ce qui ne veut pas dire qu'on est gaga ou naïf ou incompétent, comme vous le laissez entendre à mon égard. Tout simplement que nous, on considère que l'intégration européenne, elle a été une chance et que des réformes sont nécessaires, comme le gouvernement économique de la zone euro, parce que justement, c'est probablement ça qui a manqué. C'est l'anticipation en France des réformes qu'il fallait conduire pour accompagner l'arrivée d'une nouvelle monnaie, de l'euro, pour être justement à égalité au sein de la zone euro avec celles et ceux qui avaient anticipé et qui ont
réaliser ces réformes structurelles. Mais la facilité intellectuelle, la démagogie, c'est de faire croire que le changement de monnaie suffit et qu'il ne faut pas engager de réformes structurelles. Moi, j'aimerais les entendre sur la question, par exemple, de la réforme des retraites, sur la question du RSI, sur la question de l'assurance chômage, sur la question des charges pour les entreprises. Tous ces sujets-là sont éludés, puisque le seul sujet qui compte, c'est, en gros, Bruxelles nous a privés de notre souveraineté, oubliant qu'évidemment, on a consenti à intégrer l'Union européenne, à intégrer la zone euro et on a consenti les différents traités. Et du coup, on évite de parler de toutes ces réformes qui sont pourtant majeures pour notre pays. Nous avons 80 milliards d'économies dans notre budget, le chiffrage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais il y a 80 milliards d'économies. Oui, mais elles ne sont pas répertoriées. C'est ça, ouais. On a du mal à les trouver sur le site Je peux vous les citer, si vous voulez. Jean-Daniel Lévy, est-ce que ce clivage qui apparaît, alors là, il est éclatant ici sur ce plateau ce soir, est-ce qu'il va vraiment compter quand dimanche prochain, le 7 mai, les Français vont mettre ce bulletin dans l'urne pour ceux qui vont se déplacer? Si on se met à en parler de plus en plus, absolument, parce qu'on sait que les Français s'intéressent vraiment à la question européenne. On peut rappeler que Jean-Luc Goumou faisait référence qu'en 1992, il y avait eu un référendum sur le traité constitutionnel européen, et à peu de choses près, on avait eu le même taux de participation 13 ans plus tard, en 2005. Donc lorsqu'il est question pas uniquement d'une dimension un peu technique, extérieure, alors qu'on aurait pu penser que le débat sur un traité constitutionnel ne mobiliserait pas forcément les Français, que lorsqu'il est question des enjeux concrets pour les Français, ceux-ci sont prêts véritablement à s'y intéresser. Et on peut voir d'ailleurs qu'en fonction de la perception de la place de la France en Europe, le regard peut être un regard extrêmement différent. Au cours de la présidence française de l'Union européenne, exercée notamment par Nicolas Sarkozy, au cours du deuxième semestre 2008, et alors même qu'il y a, on s'en rappelle, la crise de l'euro, Lehman Brothers, etc., il y a un jugement sur la présidence française de l'Union européenne qui est extrêmement positif, et d'ailleurs pas uniquement de la part des sympathisants de droite, mais de la part de l'ensemble des sympathisants de gauche, en disant au moins la France est revenue en Europe. Et la question fondamentale du rapport à l'Europe, c'est est-ce qu'on subit l'Europe ou est-ce qu'on a la capacité de pouvoir agir dessus? Lorsqu'on a la perception de subir une dimension qui est une dimension extérieure, bureaucratique, avec effectivement ce terme Bruxelles qui renvoie à une sorte de cage noire dont on ne voit pas forcément comment ça fonctionne, là on est face à des Français qui sont critiques. En revanche, lorsqu'ils se disent le pouvoir politique peut faire quelque chose. Nos valeurs peuvent être identifiées. L'idée que la puissance démocratique peut être au-dessus de la puissance économique, dans ce contexte-là, nous sommes face à des Français qui disent on peut croire et on peut attendre de l'Union européenne une action qui soit une action encore plus forte que ce qu'elle a jusqu'à présent. Jean-Luc Goumou. Je crois que, pas pour résumer, mais... Pour conclure. Pour conclure, c'est un grand honneur. Je voulais simplement dire quand même qu'il y a un besoin de changement de l'Europe. Et c'est quand même la fragilité du programme, je crois, de M. Macron. Parce qu'il propose assez peu de choses. Vous parlez de gouvernement de la zone euro. Bon, il va avoir d'ailleurs le problème, quand il va composer le gouvernement français, si jamais il est élu, il faut que tout le monde tire dans le même sens. C'est-à-dire, pour faire un gouvernement, il faut que tous les gens autour de la table soient d'accord. Déjà que ça va être difficile pour lui, à mon sens, peut-être au lendemain des élections présidentielles, c'est très difficile à l'échelle européenne. En revanche, bon, je ne suis pas contre le gouvernement, mais le problème, c'est de savoir sur quelle politique. Or, visiblement, il y a beaucoup de divergences à l'intérieur de la zone euro. Cela dit, la zone euro se transforme elle-même. Regardez la Banque Centrale Européenne. Monsieur Dupont-Aignan, pendant des années, je l'entendais tout le temps, il disait « l'autisme de la Banque Centrale Européenne ». On voit qu'elle a profondément évolué, ce qui a d'ailleurs causé des problèmes à l'intérieur de la zone euro, notamment vis-à-vis de nos amis allemands. Je vais laisser Bernard Monod et Aurore Berger conclure avec une question générale en guise de conclusion. Finalement, vous êtes arrivés, c'est peut-être un point commun qu'on va pouvoir vous trouver ce soir, à imposer le clivage, parce que vous le représentez, vos candidats l'incarnent ce soir, et c'est un clivage qui va peut-être structurer pour les prochaines années la vie politique française. Et on le voit sur ce plateau. Non, mais vous, déjà, juste pour réagir par rapport à ce qu'a dit monsieur, effectivement, la BCE a réagi en faisant un plan de quantitative easing, là, je vous demande de répondre à ma actant question. la fin de l'euro-monnaie unique. Donc, il valide. Alors, tout simplement, moi, ce que je dis, c'est que voter Macron, c'est voter Hollande. C'est 5 ans de hollandisme supplémentaire si monsieur Macron était par malheur élu. Il a trahi la France. Il a fait vendre Alstom. Il a fait vendre Technip. Il a vendu SFR à monsieur Drahi. Voilà ce qu'est monsieur Macron aujourd'hui. Il a à son crédit 300 milliards ou 400 milliards d'euros de dette sur le quinquennat avec M. Hollande. C'est 1 million de chômeurs supplémentaires
pendant tout le quinquennat. Voilà le résultat et le bilan. Donc ça va s'aggraver encore avec 5 ans supplémentaires de monsieur. Aurore Berger, la conclusion. Sur la question européenne, puisque c'était ça l'enjeu du débat, oui, en effet, moi j'espère que ce sera aussi une des raisons qui mobiliseront pour ce second tour, parce que je pense que c'est un enjeu pour nous de survie, de savoir si on reste ou non dans la zone euro, si on reste ou non dans l'Union européenne. Pour nous, clairement, la réponse est oui, sans être béat, gaga ou naïf, mais en étant réformateur au sein de la zone euro et au sein de l'Union européenne. Et j'espère que les Français se mobiliseront, parce que c'est aussi dans notre ADN que d'être pro-européen. En tout cas, c'est un enjeu de fond et un débat de fond sur lequel les Français sont appelés également à voter. Et ça fait du bien, un débat de fond, après une campagne qui avait été un petit peu perturbée. Merci à vous, bien sûr, toujours pour ce débat, cette analyse. La suite de votre